Enregistrement du cours numéro 3 du séminaire de l'École normale hébraïque de Casablanca, séminaire d'été, août 1961. Cours numéro 3 sur Caïn et Abel, le thème de la civilisation. Alors nous abordons aujourd'hui le thème de l'ambiguïté de la civilisation à propos de notre chapitre 4 de Bereshit. La civilisation, nous l'avons déjà vu, est centrale en tant que thème dans ce chapitre. Nous avons même constaté qu'au fond, nous assistons ici à la naissance, à la création de la civilisation. Alors la question que nous posons, c'est la suivante, c'est une question d'ordre très général et dont la réflexion nous est suggérée par la lecture de notre chapitre. Quel sens le judaïsme, la tradition juive, donne-t-elle à la civilisation? Quelle valeur représente la civilisation dans la pensée juive? Est-ce que la civilisation a une valeur positive ou bien a-t-elle une valeur négative? Ou bien, comme nous allons essayer de le montrer, a-t-elle une valeur ambiguë, équivoque, à la fois positive et négative, et nous retrouvons ici l'ambiguïté, cette fois-ci non pas à propos du dialogue, mais à propos de la civilisation. Je ne prévoyais pas, en plaçant ce cours pour aujourd'hui, que le moment serait très bien choisi, et pendant que le camarade Titov se repose sur ses lauriers, une réflexion sur le thème de la civilisation est certes bienvenue. Vous ne savez pas encore qu'il y a un cosmonaute russe qui a fait le tour en 24 heures dans l'espace. Enfin, c'est vraiment une nouvelle étape de franchie dans la conquête du monde par l'homme, par conséquent dans la technique. Depuis la fissure de l'atome, c'est peut-être le pas principal qu'on a accompli. Alors, c'est le moment de réfléchir sur les problèmes qui sont reliés à cet événement dont nous sommes les contemporains et dont nous allons voir dans un instant, selon le Meforshim, Caïn et Hevel étaient déjà les contemporains eux aussi. Nous avons dans notre plan de travail choisi un certain nombre de Meforshim, et vous voyez que nous avons commencé par un commentateur dont on parle très peu souvent dans la tradition juive, c'est Flavius Joseph. Pourtant, il mérite qu'on reconnaisse sa valeur et qu'on le lise. Yosef ben Matityahu a écrit en grec, il est vrai, ce n'est pas une raison parce qu'il a écrit en grec que nous ne le considérions pas comme étant des nôtres. Lui, c'est toujours considéré comme tel. Et ces Perushim sur la Torah, inclus surtout dans son livre sur les antiquités juives, sont de très grande valeur et se rapprochent énormément des Midrashim de la même époque. Nous aurons l'occasion encore cette semaine, dans un autre cours, d'évoquer un contemporain de Flavius Joseph, c'est Philon. Philon d'Alexandrie, Lydia d'Alexandrie, qui lui aussi ne mérite pas dans le judaïsme le sort qu'on lui fait. Au contraire de Spinoza, qui a été l'objet d'un chérem dans notre histoire, ni Philon, ni Flavius Joseph n'ont jamais fait l'objet d'aucun chérem, loin de là. C'étaient des membres extrêmement fidèles et valables de notre communauté. Et leur destin a été assez malheureux du point de vue de la tradition parce qu'ils ont écrit en grec. S'ils avaient écrit en hébreu ou en araméen, certainement leur nom figurerait dans toutes les pages de notre tradition. Je commence par Flavius Joseph, pourquoi? Parce que Flavius Joseph est, dans ses réflexions sur notre chapitre, Caïn et Hevel, le représentant d'une des thèses les plus catégoriques, et qui est celle de la négativité de la civilisation. La civilisation représente pour Flavius Joseph un mal, on pourrait dire le mal. Voici en effet comment Flavius Joseph interprète certains passages de notre paracha,
ces passages qui d'ailleurs vont être également évoqués par les autres meforshim. Tout d'abord le passage initial du Pasuk 2, Vayi Hevel Roe Tzon, Ve Kayin Haya Oved Adama. Ce partage des professions. Abel est un berger, alors que Caïn est un agriculteur. Et cela ressort de nouveau de la forme du sacrifice qu'ils ont choisi, Pasuk Gimel et Dalet. Vayave Caïn mipri ha'adama min Hashem, des fruits du sol qu'il avait cultivés en tant que laboureur, en tant qu'agriculteur. Caïn a pris des fruits, alors que Vehevel Hevi Gamu mibrochot sono mechel vehen, des premiers-nés de ses troupeaux et de leur graisse. L'abbé Joseph constate que le métier de Hevel est un métier naturel et qui respecte la nature. Un berger, c'est un homme qui respecte la nature, qui ne fait autre chose que de veiller sur, en tant que chômeur, sur des êtres naturels, des animaux qui lui sont confiés. Sur le dos de ces animaux pousse de la laine, ou bien encore dans leurs entrailles il y a de la graisse, Heilef. Tout cela, le berger n'y fait rien, c'est la nature qu'il développe, et simplement, à certains moments, Hevel prend la laine, il la tond, et puis dans le sacrifice, il prend le Heilef. Il n'a donc pas touché à la nature, il est le chômeur de la nature. On pourrait dire en un certain sens que Hevel apparaît ici comme étant celui qui réalise l'une des deux fonctions que Dieu avait assignées à Adam, le Ovda ou le Shomra, c'est celle d'être le chômeur. Il est le chômeur de la nature, il n'y touche pas. Caïn, au contraire, est Oved Adama. Il accomplit, lui, l'autre fonction, le Ovda, d'être Oved Adama, mais il est véritablement l'esclave du sol. Il est l'esclave du sol en ce sens que, pour lui, il ne peut penser autre chose qu'en fonction de ce sol. Or, pour que le sol produise quelque chose, il faut le modifier. Dès que le paysan prend la charrue, c'est Flavius Joseph qui prend l'exemple de la charrue, dès que le paysan prend la charrue et introduit ce soc de la charrue dans le sol, sans doute c'est le seul moyen par lequel ensuite il pourra déposer la graine et avoir sa récolte, mais par là même il a modifié la nature. Un sol qui était là et qui normalement n'aurait produit que de l'herbe sauvage, maintenant par l'ingéniosité du paysan de la terre, va produire autre chose, du blé ou bien des légumes. Donc l'agriculteur est celui qui intervient dans la nature et la modifie. Il intervient dans la nature et il la modifie. Et Flavius Joseph un peu plus loin encore, lorsque nous retrouvons Caïn, cette fois-ci après son meurtre, au Pasuk Tetzayin, n'est-ce pas, à partir du Pasuk Tetzayin et suivant, Yudzayin, Vayeda Caïn et Ishto Vata Vateilet et Chanor, Vayi Boneir, Vayikra Hashem Aïr Keshem Beno Chanor, et toute la suite. Caïn fonde la première ville, et puis ensuite ses descendants, nous l'avons déjà vu, sont les créateurs de la vie des nomades, de la technique, de l'art, de la musique, etc. Eh bien, pour Flavius Joseph, cela encore est significatif, parce que Caïn fait ici un pas de plus. Non seulement, comme le paysan, il modifie la nature, mais encore il ajoute quelque chose d'artificiel à la nature de Dieu. La ville, ou bien ensuite les instruments techniques, les instruments de fer, ou bien les instruments de musique, tout cela est une création artificielle qui n'est pas dans la nature, que la nature n'offre pas à l'homme. La nature n'offre pas à l'homme le fer, il faut aller le chercher d'abord dans le minerai, transformer le minerai, etc. La nature n'offre pas à l'homme des flûtes, il faut prendre un roseau et puis mettre des trous, etc. Ainsi, la nature n'offre pas non plus à l'homme des villes, elle offre ses forêts, elle offre ses frondaisons, c'est sous ces forêts que les hommes, ou dans les cavernes que les hommes devraient naturellement habiter. Or, Caïn ne se satisfait pas de cet habitat naturel et crée la ville qui est un habitat artificiel. Donc, deux étapes dans la création, enfin dans l'attitude de Caïn à l'égard de la nature.
il modifie la nature en tant que paysan et il surajoute à la nature un élément artificiel, non naturel. Eh bien, Flavius Joseph déclare que tout cela, l'agriculture, le labour, la transformation de la nature, la création artificielle de la ville et de tous les éléments de civilisation dans cette ville. Et parmi ces éléments de civilisation, Flavius Joseph en cite un qui paraît extrêmement curieux et pour lequel nous n'avons pas de traces dans le Pshat, dans le texte même de la Torah. Il dit qu'au moment où Caïn fonde la ville, il crée aussi les poids et mesures. Les poids et mesures pour les échanges commerciaux entre les hommes. Ayant fondé la ville, en même temps, Caïn fait des frontières autour de sa ville. Il se barricade derrière un octroi. Et dorénavant, quand on vient chez Caïn, il faut acheter chez lui. Il ne donne plus. Alors que le geste naturel que la nature commande à l'homme, c'est de donner et de recevoir gratuitement. À partir de Caïn, il y a des poids et des mesures qui ne sont pas du tout, voyez-vous, dans l'esprit de Flavius Joseph, un élément de justice, de mesure, d'appréciation juste des relations entre les hommes, mais qui sont au contraire un élément de méfiance, de concurrence. Au lieu de donner gratuitement, on ne donne plus que ce qu'on a pesé ou mesuré et il faut le payer. Hein. Eh bien, Flavius Joseph dit, tout cela, toutes ces formes de civilisation sont condamnables. Par cela même, Caïn a opéré ce grand pas qui est le renoncement à la nature et à l'innocence de la nature. C'est déjà le thème de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, 18 siècles après Flavius Joseph, découvrira lui aussi que la culture, la civilisation, la vie non naturelle comporte en elle une certaine culpabilité que n'a pas la vie naturelle qui est toute d'innocence. Le terme d'innocence, pour désigner la vie naturelle, se trouve dans le texte de Joseph. Mais, dit encore Flavius Joseph, si tout cela est condamnable, si l'homme aurait dû rester comme Hével dans l'état naturel, sans modifier la nature et ne se fier qu'à la nature, ça n'est pas étonnant non plus. Parce que Caïn est l'homme mauvais par excellence, alors que Hével est l'homme bon. Ici, nous touchons un thème que nous n'avons pas encore vu, ou du moins nous l'avons entreaperçu seulement pour l'écarter. Nous le verrons dans un prochain shiur, à savoir que, au lieu de considérer, comme nous l'avons fait jusqu'ici, que Caïn et Hével, que l'un devient le meurtrier de l'autre un petit peu par accident, n'est-ce pas, par une discussion et par une intervention de Dieu dans les sacrifices, en réalité, dès l'origine, Hével est le principe du bien et Caïn est le principe du mal. Nous verrons comment, en particulier, le contemporain de Joseph, Philon d'Alexandrie, suivi par beaucoup de Mephorshim ultérieurs, souligne cette répartition dès l'origine entre Hével et Caïn. Hével est le bien, nous allons le dire tout de suite parce que si nous n'y revenons pas, il faut le savoir. Hével est le bien parce qu'il est berger, parce qu'il est roé, roétson. Or, le métier de berger, c'est, dans l'esprit de ce Mephorshim, le métier par excellence, le meilleur que l'homme puisse choisir et trouver. En effet, quand on est berger, on est pasteur. En employant le terme pasteur, nous comprendrons tout de suite quelle nuance ces Mephorshim mettent dans ce métier. Tous nos grands hommes ont été pasteurs. Moshe Rabbeinu, les Avot ont été pasteurs, David, Amos. Quand on est pasteur d'animaux, le Midrash le dit textuellement à propos de Moshe Rabbeinu, alors on peut aussi être un bon pasteur pour les hommes. Et à commencer, un bon pasteur de soi-même. Le véritable roé, c'est celui qui est roé atzmo, c'est-à-dire qui organise sa vie intérieure de telle sorte qu'il y a un équilibre, une harmonie dans cette vie intérieure. Et de même, dans le domaine social et politique, le bon roé, c'est celui qui organise la vie extérieure aussi d'une manière harmonieuse et équilibrée. Sans doute, il y a de mauvais roïm, mais alors c'est que eux n'ont pas réalisé effectivement ce que doit être un roé, à savoir la vocation pastorale, la vocation d'équilibrage et d'harmonisation de toutes nos facultés et de toutes nos relations avec autrui.
C'est pour ça que Hevel est le bien. Caïn est le mal. Son nom l'indique. Caïn, il veut posséder. Si Hevel, si le thème du pasteur est un thème de l'être, on est pasteur, alors Caïn, c'est le thème de l'avoir. Quand on est Caïn, on veut avoir quelque chose, on veut posséder. La possession exige que l'on ait quelque chose, et non pas que l'on soit quelque chose. Voilà la différence entre Hevel et Caïn. Eh bien, dit Flavius Joseph, Caïn étant Caïn, c'est-à-dire l'homme de la possession, il est tout à fait logique que ce qu'il fait soit mauvais. Il crée ces formes de la civilisation artificielle, et ces formes sont mauvaises parce que lui-même est mauvais. Ou pour résumer les choses au point où nous en sommes arrivés, Flavius Joseph déclare que la civilisation est mauvaise, négative, parce qu'elle est mauvaise dans sa source même, à l'origine. Dans sa source même, il y a Caïn, et Caïn étant le mal, la civilisation nécessairement est marquée de ce signe du mal. C'est une première thèse, et maintenant en voici une seconde, une deuxième. Une deuxième thèse qui déjà nous introduit dans l'ambiguïté, qui n'est plus aussi catégorique que celle de Flavius Joseph, nous allons le voir dans un instant. C'est la thèse du Midrash, de Bereshit Rabbah sur nos psukim. Un premier point par lequel le Midrash immédiatement prend le contre-pied de Flavius Joseph, c'est le suivant, au chapitre 24, Kaf Dalet, ce Ivzaïn de Bereshit Rabbah, à propos du premier passouk du chapitre suivant, du chapitre 5, Ze Sefer Toldot Adam. Le Midrash dit ceci, Rabbi Tanchuma Beshem Rabbi Eliezer, Rabbi Menachem Beshem Rav Amar, Kol ha'unyot Adam Harishon Lamdam. Ma'ita'ama, Yeshaya Memdalet, Vechershim Heima Me Adam Harishon. Rabbanan Amrin Afilu Sirgulo Shel Sefer Adam Harishon Lomdo, Sheneimar, Ze Sefer, Hu Vesirgulo. Adam avait appris déjà tous les métiers. Quiconque viendra, dit le passouk de Yeshaya, après Adam, est inférieur à Adam. Tout artisan, tout technicien qui vient après Adam en sait moins que ce que savait Adam. Ils sont sourds par rapport à Adam. Même Zé sait faire la manière de relier un livre, non seulement d'écrire un livre par son esprit, mais par ses mains, de relier un livre sur Goulosh et le Sefer, les aspects purement matériels et techniques du Sefer, cela aussi, Adam Harishon le savait. Mais alors, si Adam Harishon était déjà l'artisan complet, c'est que ce n'était pas Caïn le premier artisan. C'est que par conséquent, la source de l'artisanat, de l'artificiel, que Flavius Joseph croit découvrir en Caïn, est bien antérieure. Nous l'avons dit, c'est Dieu lui-même qui a dit à Adam, le Ovda ou le Shomra. Par conséquent, Adam lui aussi était Oveid Adama, ou au moins en vocation, en puissance. Il devait être lui aussi ce que Caïn a été, comme il devait être aussi ce que Hevel a été, à la fois un Roé et un Oved Adama. Donc il n'y a rien de mal à la source de la civilisation, puisque la source de cette civilisation, de cette technique, est en Adam Harishon même. Il n'y a rien de mal dans la civilisation elle-même, dans son essence, cependant, par un certain aspect, la civilisation porte en elle un signe négatif. Mais quel est le signe de sa négativité? C'est ce que le même Midrash nous dit alors à propos de notre pasuk Yud Zayin. Au début de Parasha Kav Gimel de Midrash Rabbah, Seif Aleph, sur Vayi bo ne'ir, vayikra shem ha'ir keshem beno Hanoch. À ce propos, le Midrash cite le pasuk de Tehillim Memtet, Kirbam bateimo le olam. Rabbi Yudan Rabbi Pinchas discute, Rabbi Yudan Amar, Ma sevurin harshaim, shekirbam bateimo le olam.
Karu bishmotam ale Adamot. Tiberia, al shem Tiberius. Alexandria, al shem Alexandros. Antiochia, al shem Antiochus. Vrav Papa Amar, non, Rabbi Pinchas Amar, Kirbam Bateimo Olam, le Machar Bateihem Naasim Kivreihem. C'est ce que le Midrash découvre dans ce geste de Caïn qui, lorsqu'il fonde une ville, donne à cette ville le nom de son fils Hanor. L'exemple est fréquent dans l'histoire, et le Midrash en cite 3, Alexandrie, Antioche et Tibériade. Nous pourrions ajouter beaucoup d'autres exemples jusqu'au dernier Stalingrad et bien d'autres encore. Comment? Washington, c'est cela. Seulement ça, c'est après sa mort. Il y a une différence entre Washington, Léopoldville d'une part, et puis les autres. Enfin, Léopoldville, c'était du vivant de Léopold, c'est vrai. Mais Washington, c'est après sa mort qu'on lui a donné, je crois, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Comment? Après sa mort seulement. Comment? Oui. Bon, enfin, le thème est très, très général, très universel. Quelle est l'idée? Le Midrash se demande, quelle est l'idée qui anime ces grands conquérants, ces grands hommes, qui a animé Caïn lorsqu'ils donnent leur propre nom, ou pour Caïn le nom de leur fils, à la ville qu'ils créent, qu'ils fondent. Leur idée, c'est celle de l'éternité. Kirbam Bateimo le Olam. Ils veulent s'assurer une éternité. Ils pensent qu'ayant donné leur nom à une ville, la ville étant éternelle, leur nom aussi restera éternel et traversera les âges. C'est pour cela que le Midrash dit Kirbam Bateimo le Olam, Karu Bishmotam ale Adamot. En réalité, le Machar Bateiham Naasim Kivreihem, Kerev, Kever, par renversement, par métathèse des deux lettres, ce en quoi ils croyaient trouver leur Kirbam le Olam devient leur Kever le Olam. Je pense que ce n'est pas la seule idée du Midrash, et qui ne veut pas dire seulement que les hommes cherchent à s'assurer l'éternité en donnant leur nom aux villes qu'ils fondent, mais que les hommes ont trouvé encore un autre moyen de s'assurer l'éternité, et qui est précisément Kivrotam le Olam, à savoir leurs tombeaux éternels, les pyramides. Il y a des pharaons qui ont eu cette idée, les Chaldéens l'avaient également, de s'assurer l'éternité en se faisant construire un tombeau qui serait éternel. Les pyramides existent encore, c'est vrai. Elles sont toujours encore là. Elles ont traversé les siècles. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Eh bien, n'est-ce pas une éternité véritable que s'est acquise le pharaon en se faisant enterrer dans un tel mausolée, dans un tel tombeau? Là encore, il y a recherche d'une éternité après la mort. Je suis homme, donc je suis mortel. Comment puis-je faire pour vaincre la mort? Je donne mon nom à une ville, Alexandrie, alors Alexandre est immortel, ou bien je me construis un mausolée, un tombeau, dans lequel je resterai alors éternellement, parce que le tombeau restera éternellement les pyramides. C'est là-dessus que le Midrash, justement, dit que le Machar Bateihem Naasim Kivreihem Karu Bishmotam Ale Adamot. Ils n'ont véritablement, en construisant un tombeau éternel, construit qu'un tombeau et rien d'autre. Et en donnant leur nom à une ville, ils n'ont fait autre chose que d'invoquer leur nom Ale Adamot, sur cette Adama qui est la terre d'Adam et qui est la terre passagère par excellence. Dans ces deux tentatives, qui sont des tentatives remarquables de civilisation, la ville portant le nom de son fondateur, les pyramides, les mausolées qui conservent à travers les siècles en tant que monument la présence de toute une civilisation, eh bien ces deux tentatives portent en elles, nous dit le Midrash, un élément négatif, cet élément négatif étant leur fragilité, l'indice de fragilité. Si les hommes cherchent dans la civilisation
à s'assurer l'éternité, qu'il sache que la civilisation est fragile, que ni les pyramides sont éternelles, que ni les villes sont éternelles, et que si les pyramides d'Alexandrie ont jusqu'ici traversé 3, 4 ou 5 siècles, le moment viendra, le jour viendra, où l'on ne parlera plus ni d'Alexandrie et où l'on ne connaîtra plus les pyramides. L'indice de fragilité, c'est cela qui constitue l'élément négatif. Vous voyez, la civilisation est ici aperçue par le Midrash non pas comme étant, avec Flavius Joseph, un mal, ce n'est pas un mal, mais c'est un élément lié à l'homme et par conséquent passager, fragile, comme l'homme lui-même. Ou en restant dans le thème de notre paracha, Caïn, qui est l'homme qui fonde la civilisation, n'est pas plus stable et éternel que Hevel, qui est l'homme du passage, qui est l'homme de la buée, de la vanité, du néant qui disparaît rapidement. Sans doute Caïn vit plus longtemps que Hevel, ce qu'il fait semble donc avoir une durée plus longue, mais cette durée également a des limites. Voilà ce que rappelle le Midrash, et c'est un bon rappel. Dans toute œuvre humaine, il y a une fragilité. Cette fragilité caractérise également la civilisation. Les pierres les plus solides construites par l'homme sont appelées à disparaître. Il ne faut pas l'oublier, nous dit le Midrash, et c'est un deuxième aspect donc de la réflexion juive sur la civilisation. On pourrait le résumer de la manière suivante: on ne peut pas détacher la civilisation de l'homme. Et l'homme étant un être mortel, la civilisation, elle aussi, est mortelle. Alors que donner son nom à une ville répond à la tendance, au besoin de s'éterniser, eh bien l'homme n'est pas éternel, du moins il n'est pas éternel par cette manière, et ce n'est pas dans la civilisation qu'il peut réaliser son éternité. Voici maintenant une autre série de meforshim, des meforshim du Moyen-Âge ou moderne, qui, réfléchissant sur ces deux thèmes déjà possibles, d'une négativité absolue, foncière de la civilisation, ou bien de cette constatation plus simple de ce qu'il y a de fragile dans la civilisation, aboutissent à d'autres conclusions. Ce sont maintenant des conclusions d'ambiguïté. Il y a dans la civilisation un certain nombre de principes qui sont liés à cette civilisation et qui posent la civilisation comme quelque chose de fondamentalement et de perpétuellement équivoque, ambigu. Le Parshan qui me semble avoir indiqué ceci de la manière à la fois la plus précise et aussi la plus moderne, du moins par rapport à ce que nous vivons à l'heure actuelle et en cette journée, en particulier, c'est, me semble-t-il, Ramban Nachmanide, que j'ai cité en troisième lieu dans mon plan de travail. Ramban, nous le verrons dans un instant, offre un pérouche original sur la fondation de la ville par Caïn. Mais auparavant, nous allons voir ce qu'il nous dit de la suite. Lorsque les enfants de Caïn, en particulier Lémer, en arrivent à ce stade de l'évolution de la civilisation où Lémer peut dire ki ish harakti le fitzi veyelet le raburati ki shivatayim yukam Caïn velémer shivim meshiva. De ces psukim dont nous avons déjà donné une première interprétation, Ramban donne une toute autre interprétation, c'est sur le pasuk Kaf Gimel. Il dit ceci, après avoir réfuté Rashi et d'autres, sans doute il y a dans la justification que les mères se croient obligées de donner à ses femmes, à ces deux femmes, un élément véritable d'une espèce d'une auto-justification. Les mères disent: je ne suis pas l'homme que vous croyez, je ne suis pas coupable, comme vous le pensez, mais pourquoi n'est-il pas coupable? En quoi les femmes soupçonnaient-elles la culpabilité de les mères? Et pourquoi les mères peut-il dire: je suis innocent de cela?
c'est vers la fin du Pérouche que Ramban donne sur ce pasuk, les 10 dernières lignes. Aval hanire ve'enai, ki haya lemech ish chacham me'od bechol melechet marchevet. Il me semble que l'émech était un chacham tout à fait exceptionnel dans toute melechet marchevet, dans toute œuvre de pensée, d'invention. Velamad limno habchor inyan hamire. C'est lui qui a enseigné à Yaval, à son premier-né, la manière de véritablement être pasteur, être berger selon la nature des behemoths, la technique de l'art d'être berger. Velamad et Hasheni Chochmat Tanigun, et c'est lui qui a enseigné à Yuval, à son second, l'art de la musique. Velamad et Ashlishi Liltosh Vlasot Chachavot Romachim Vachanitot Vechol Klei Amilchama. Et c'est lui qui a enseigné à son troisième fils, Tubal Caïn, tout l'art de forger, tout l'art de faire, de fabriquer des armes, les glaives, les lances, etc. Vahayuna Shav Mitpardot. Alors ces femmes avaient peur, Shelo Ye'aneish, que les mères, leurs maris, ne soient châtiés, ne soient sanctionnés, qui heivi ha'cheref artzira ba'olam, pour avoir introduit dans le monde le glaive et le meurtre. Par Tubal Caïn, qui n'était que l'élève de son père, Lémech, les hommes ont appris cet art de forger le fer, donc de forger les armes, dont nous savons quelles conséquences cet art a eu, cette industrie, cette technique a eu dans la suite. Ces femmes lui disent, tu restes fidèle au métier de tes pères, puisque comme Caïn a tué, eh bien toi aussi tu fais des armes pour tuer. Ubara mashrit lechabeil. Vehu amar lahen, ani lo harakti ish lipetzaim. Velo yelet lechaburot. Moi, je n'ai pas tué un ish liptsaïm en lui donnant des coups. C'est petsaïm et chaburot qui paraît important à Ramban. Velo yelet le chaburot, et non pas, je n'ai pas tué un garçon comme l'a fait Caïn à coups de poing, par des blessures qu'a Asherasa Caïn. Velo yanisheni Hashem, et Dieu ne me punira pas. Avayishmereini min hariga yoter mimenu. Il me gardera du meurtre plus qu'il n'a gardé Caïn. והזכיר כן לומר כי לא בחרב וחנית יכול אדם להרוג כי בפצעים וחבורות שימות במיתה רעה יותר מן החרב ואין החרב גורם הרציחה ואין על העושה חטא. Ce n'est pas le glaive, dit Lémech, qui automatiquement fait le meurtre. Avec ses bras, seulement avec son poing, l'homme peut tout aussi bien et mieux tuer qu'avec le glaive. C'est là, selon Ramban, la justification que les mères se donnent. J'ai créé un glaive, mais ce glaive ne va pas faire de l'homme maintenant nécessairement meurtrier. L'homme est un meurtrier, Caïn l'a démontré, parce qu'il a, par la nature même, et par la manière dont Dieu l'a créé, des poings. Et ces poings peuvent tuer mieux et autant que le glaive. Le glaive pouvant servir autant à défendre, ceci ce n'est plus Ramban qui le dit, j'interprète déjà, à défendre qu'à tuer. Il me semble que Ramban touche ici un point extrêmement important et qui est celui de l'ambiguïté, ici le terme est vraiment le terme convenable, de l'ambiguïté fondamentale de la technique, même des armes. Toute technique est ambiguë. Elle est entre les mains de l'homme. Et l'homme peut en faire le mal, mais aussi le bien. Ce n'est pas le glaive qui tue, c'est la main de l'homme qui tue. Et la main de l'homme qui tient en main un glaive, une épée, peut sauver l'humanité, car l'épée souvent sauve l'humanité. Elle peut aussi détruire l'humanité. Je crois que nous sommes là en plein dans le problème qui a agité depuis une quinzaine d'années les savants qui étaient attelés à la découverte de la fissure de l'atome. Einstein et ses collaborateurs sont arrivés effectivement à la fissure de l'atome, ils ont libéré l'atome et la force, l'énergie atomique, alors est venue la bombe atomique. Alors on a lancé la bombe atomique sur Hiroshima
Et à partir de ce moment, la menace la plus terrible pèse sur l'humanité. L'atome va détruire le monde. Et vous savez quels ont été les derniers appels qu'Einstein a fait. D'abord, il avait lancé un télégramme au président Truman avant le lancement de la bombe en lui demandant de ne pas la lancer. Et ensuite, il a consacré les dernières années de sa vie à crier à l'humanité cette énergie atomique que nous venons de libérer et que vous voulez utiliser maintenant pour le mal, sachez qu'elle peut être intégralement utilisée pour le bien. Autant l'énergie atomique, effectivement, par les bombes, peut être le risque de la destruction totale de l'humanité, autant cette énergie atomique peut être le précurseur du bonheur le plus complet pour l'humanité par l'utilisation pacifique de cette énergie. Et c'est là le grand problème que chaque savant à l'heure actuelle encore, qui est amené à entrer ainsi dans le cycle de la production atomique, doit se poser. Il sait que chaque pas en avant fait par l'humanité dans ce domaine est un pas fait soit vers le mal, vers la destruction, soit vers le bien. Ceci aussi, c'est un khérev qui a été inventé, qui est entre la main de l'homme et qui peut servir effectivement à tuer autant qu'à sauver. Les mères parlent ici comme Einstein, n'est-ce pas? Les femmes lui disent, mais tu vois, ton khérev va conduire maintenant au meurtre, la bombe atomique a conduit au meurtre. Les mères disent, pas du tout, ce n'est pas le khérev qui a conduit au meurtre, c'est ce que l'homme en fait. Et l'homme pourrait utiliser effectivement ce khérev pour le bien. C'est une première idée dégagée par Ramban. Vous voyez combien elle est fondamentale et combien elle touche le problème même de l'attitude de l'homme à l'égard de la technique et plus particulièrement la responsabilité de l'homme à l'égard de la technique. La technique en soi est neutre, elle est ambiguë. C'est l'homme qui en fait soit le mal, soit le bien. Deuxième remarque de Ramban sur le pasuk Yud Zayin. Vayibon Eir, Vayikra Shem Aïr Keshem Beno Chanoch. Tout à l'heure, nous avions mis l'accent sur Vayikra Shem Aïr Keshem Beno Chanoch. C'est ce que le Midrash faisait. Ramban nous demande de mettre l'accent tout d'abord sur Vayhi Bone Ir. Et il remarque que c'est un présent. Et il nous dit ceci, je ne vais pas relire ici dans le texte même de Ramban parce que cela nous mènerait trop loin si nous lisions tout le détail. Vous le lirez vous-même sur ce passage Yud Zayin. Selon Ramban, cela signifie que Caïn était constamment, perpétuellement en train de construire sa ville parce qu'il n'arrivait jamais à l'achever. Parce que quand il l'avait construite en cet endroit, il s'est dit non, il vaudrait mieux la construire en un autre endroit. Parce que quand il avait commencé à la construire avec tel matériau, il s'est dit non, il faudrait plutôt prendre d'autres matériaux. C'est là, Na vanat tiye ba'aretz. Caïn est resté, malgré sa volonté de s'enraciner en fondant une ville, en devenant citadin, il est resté Na vanat. Pourquoi? Précisément parce qu'il a choisi la technique, parce qu'il a choisi la civilisation. Et que la technique et la civilisation comportent en elles, ou constituent par elles-mêmes, un engrenage fatal, illimité. On n'a jamais fini de construire quelque chose. On n'a jamais fini sur le plan des cultures humaines, des civilisations. Une civilisation se déploie, celle de Périclès en Grèce, elle atteint un sommet extrêmement élevé. On croit que l'humanité a atteint le but de la culture, et voici que cette civilisation tombe en ruine, et avant même qu'elle soit tombée en ruine, une autre est déjà surgie ailleurs ou sur cette place même. Les civilisations sont dans un engrenage perpétuel, un engrenage qui a des hauts et des bas, qui a des avances et qui a des reculs, mais il y a un mouvement perpétuel. Il n'y a pas de perpetuum mobile plus complet que la civilisation. Et pour la technique, il en est de même. Dès que la technique a commencé, eh bien, elle continue. Vayhi bone ir. Non pas Vayhi ben ir, il a construit une ville une fois pour toutes et la ville était là, mais Vayhi bone ir, avec le Vaï, que l'on pourrait ajouter, qui est toujours Siman Sara, n'est-ce pas?
il y a effectivement une sorte de malédiction dans ce fait qu'une fois que l'homme a commencé à créer, à quitter la nature pour créer quelque chose, il est pris dans l'engrenage de sa création et jamais l'homme ne peut dire « mon œuvre est terminée ». Ni l'homme individuel, ni la société humaine. C'est encore une remarque extrêmement fine et importante que Ramban trouve dans la première démarche déjà de l'homme lorsqu'il fonde la vie. Eh bien, ce sont des remarques de ce genre, confirmant celles de Ramban, mais les développements davantage encore que nous allons trouver chez un autre Parshan encore, chez Abravanel. Yitzhak Abravanel, nous savons qu'Yitzhak Abravanel a vécu au XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle. Il a connu le Girouche de Sfarat, il a connu les grandes découvertes, la découverte de l'Amérique, la découverte de la boussole d'abord, l'invention de la poudre. Il a été un contemporain de tout le mouvement de la Renaissance. Et Abravanel est un des Parshanim juifs qui ont le plus réagi à l'égard de ces problèmes nouveaux qui se posaient pour lui, qui se posaient à sa conscience. Étant le témoin d'une époque de crise, la crise étant à ce moment l'insertion de l'humanité dans de nouvelles formes de culture et de civilisation, Abravanel a réagi en fonction de cette crise. Il n'est pas resté dans sa tour d'ivoire, mais il a réinterprété la Torah en fonction des éléments de cette crise, comme aussi nous le faisons à l'heure actuelle en notre siècle. Abravanel part d'abord de cette distinction que Flavius Joseph nous invitait déjà à faire et qui est dans le texte même. Hevel est le pasteur, le berger. Il accepte, lui, de rester dans la nature et il accepte donc aussi les limites que pose la nature. L'une des limites que pose la nature, c'est précisément la mort. Un être naturel passe par le stade de la naissance, de la maturité, de la décroissance et de la mort. C'est une limite. Et l'homme, dans la mesure où il reste dans la nature, sait qu'il est un être qui connaît des limites. Autre limite que pose la nature, l'espace et le temps. On ne peut pas être à la fois ici et là-bas. Dans une perception naturelle des choses, si je suis dans ce continent, je ne peux pas être dans un autre continent. Si je suis sur la mer, je ne peux pas être sur la terre ferme, etc. Et le temps aussi, je suis dans l'aujourd'hui, donc je ne suis plus dans le hier, je ne peux pas être dans le demain. Caïn est l'être de l'artifice, comme nous l'avait déjà dit Flavius Joseph. Il crée artificiellement une civilisation, il surajoute quelque chose à la nature, et alors naît en lui comme une sorte de besoin et comme une sorte de loi aussi, ce sens de l'illimité. Lui ne veut plus connaître de limites. Lui, il pense que, n'étant pas dans la nature, eh bien, il est au-delà des cadres, des frontières que pose la nature, le temps, l'espace, la mort, etc. Il est à un niveau où l'espace est vaincu, on peut être simultanément ici et là. Nous l'avons vécu aujourd'hui. Notre bonhomme là, notre camarade Titov, en 24 heures, a fait 17 fois le tour du globe. Et il savait exactement où il était. Mais un instant après, il survolait le ciel de Paris, un instant après, celui de Moscou, c'était pour nous instantané. Nous avions à peine le temps de faire ouf que lui était déjà de l'Europe en Amérique. Et puis, l'homme de l'artifice, donc il n'y a pas d'espace, pense aussi qu'il n'y a pas de temps. Effectivement, le temps lui aussi alors se rétrécit en une sorte d'instantané dans lequel on ne sait plus si on est hier ou si on est déjà demain. De toute façon, il y a du point de vue psychologique, pour l'homme technique, pour l'homme de l'artifice et pour l'homme de l'art, un dépassement du temps. Dans l'art, cela est sensible surtout. Lorsqu'on écoute une belle symphonie, alors on n'est plus maintenant, on est dans le passé ou dans l'avenir ou au-delà du temps. La contemplation artistique exige un niveau
qui est en dehors, n'est-ce pas, qui se situe en dehors du temps. Toutes ces remarques, Abravanel les fait, il commence par les faire. Mais il va un peu plus loin encore. Et je pense que l'une de ces remarques les plus en rapport avec nos préoccupations actuelles concerne de nouveau cette notion d'engrenage que nous avons déjà vue chez Ramban, mais qu'Abravanel va maintenant nuancer. Il est vrai que ceci, Abravanel ne le dit pas à propos de notre chapitre Caïn Vehevel. Je vous recommande la lecture, évidemment, du commentaire d'Abravanel sur Caïn Vehevel, mais surtout à propos du problème du thème de la civilisation, le Pérouche d'Abravanel sur le chapitre 11 de Breshit, sur Dor HaFlaga, sur la tour de Babel. C'est vrai, effectivement, jetons un coup d'œil sur ce chapitre de Dor HaFlaga et nous y retrouverons tout de suite. Et Abravanel le souligne mieux qu'un autre, tous les thèmes du passage de la nature à l'artifice, de la nature à la civilisation, à la culture. Voici comment Abravanel veut que nous comprenions le début de ce Perek Yud Aleph de Breshit. Vayi kol haaretz safa echat, toute la terre était une seule langue, tous les hommes parlaient une seule langue. Udevarim achadim, non pas comme simple répétition qu'ils disaient les mêmes mots, mais davar en tant qu'objet. Devarim achadim, c'est-à-dire que tous les hommes étaient copropriétaires des mêmes choses. Comme le rêvait de nouveau Rousseau, il n'y avait pas de propriété. À l'origine, il n'y avait pas de langue différenciée. À l'origine, il n'y avait pas de langue différenciée, il n'y avait pas non plus d'objet différencié par le propriétaire. Devarim achadim, dit Abravanel, tout appartenait à tous. Ayib nosa'am mikedem, ayimtz'u bika beretz shin'ar vayeshvu sham. Shin'ar, bon, enfin passons, n'entrons pas dans le détail. Ayomru ishel rayeyu havanil bena leveinim, venisrafa l'israefa, vatvi lahem halveina la'aven, vachema chaya lahem lachomer. Ici, dit Abravanel, c'est la grande étape qui se fait, le passage du naturel à l'artificiel. En effet, les avanim, le aven, le even, est un élément naturel, la pierre. Et le chomer est également un élément naturel, l'argile. Mais pour eux, la leveina, la brique, qui est issue de tout un travail technique de l'homme, a remplacé l'élément naturel even. Et le Heimar, le mortier, qu'on peut également faire qu'après une industrie très poussée, a remplacé le Chomer. Les hommes ont abandonné en tant que matériaux les matériaux naturels pour fabriquer des matériaux artificiels pour construire leur ville. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de plus que ce que Caïn avait fait. Pour construire sa ville, Caïn, peut-être, avait utilisé Even et Chomer. Mais pour construire leur ville, le Dor HaFlaga a choisi le Levena et Chema, c'est-à-dire ont fabriqué par une technique appropriée, par une industrie, des matériaux artificiels. Bon, alors, Vayomru alaniv lenanu ich migdal vrosho bashamayim, menasi lanu shem penafutz al pnei kol haaretz, vayeret Hashem lirot et ha'ir ven hamigdal asher banu bnei ha'adam, vayomech Hashem, et Dieu dit. Ici, d'habitude, on voit l'annonce déjà de la sanction, ou de une sorte de crainte de Dieu. Dieu a peur. Hein am echad v'safa achad lechulam b'zeh achilam la'asot ve'ata lo yibatzer behem kol asher yazmu la'asot havanirda. Dieu a peur que, ayant fait ceci, maintenant les hommes pourront faire n'importe quoi d'autre pour empêcher cela. Je vais les disperser. Pas du tout, dit Abravanel. Effectivement, Dieu va disperser les hommes. Il va les disloquer. Il va les disloquer, les disperser, non pas pour que ne se réalise pas quelque chose dont Dieu ne voudrait pas que cela se réalise, mais au contraire, pour confirmer une loi que Dieu aperçoit maintenant dans l'histoire de l'humanité
et une loi que Dieu ne va pas changer. Dieu dit ceci, Ze hachilam la asot. Le terme achilam est extrêmement fort. C'est un terme que nous avons à la fin de notre paracha. Az uchal likro b'shem Hashem. Ce terme ambigu qui signifie à la fois commencer et profaner. C'est à la fois techila, commencer quelque chose, et halel, profaner. Tout commencement fait par l'homme est une profanation. Seul Dieu commence ce qui est sacré. Bereshit bara Elohim. L'homme ne peut pas commencer quelque chose. L'homme ne peut que imiter ce que fait Dieu, ou suivre. Si l'homme commence quelque chose, s'il est matril, alors il est mechalel, il profane. Parce qu'alors, il fait quelque chose que Dieu n'a pas fait avant lui. Il est créateur, mais non pas comme Evet Hashem, mais créateur comme un Adon, comme un maître de son propre monde qui se pose en face du Adon Haolam. Ze hachilam la asot. Voici un moment, dit Dieu, dans l'histoire de l'humanité, où l'homme, ce n'est pas le premier, il y avait déjà Asruchal, l'Ikro b'Shem Hashem, nous le verrons encore, mais où l'homme est devenu à la fois matril et mechalel. Il a créé quelque chose de nouveau, et par là même, il s'est introduit dans une dimension de Chol, dans laquelle maintenant il va évoluer. Et quelle est cette dimension? Ve'ata, et maintenant, à partir de maintenant, une nouvelle époque commence dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu lui-même qui le constate et qui le ratifie. Lo yibatzer mehem kol asher yazmu la'asot. Kol asher yazmu la'asot, ceux qu'ils ont projeté, zamam, n'est-ce pas yazam, ceux qu'ils ont projeté de faire, maintenant, n'échappera plus de leurs mains. Maintenant, lo yibatzer mehem ne sera pas trop fort pour eux. Ils pourront effectivement le réaliser. C'est la loi de l'irréversibilité de la technique et de la civilisation. Puisque les hommes ont franchi ce grand pas d'abandonner la nature et de s'installer dans la technique, puisqu'ils ont déclenché la technique, eh bien, l'évolution maintenant de la technique est irréversible. Les hommes ne pourront pas revenir en arrière. C'est une loi qu'Abravanel découvre ici, une loi permanente et éternelle, puisque c'est Dieu lui-même qui la formule, et une loi qui effectivement est de plus en plus découverte par les hommes au fur et à mesure où ils utilisent cette dimension qu'ils ont eux-mêmes créée. Vous connaissez le thème de l'apprenti sorcier, c'est une ballade de Goethe. Un sorcier, un magicien qui s'en va une fois, alors son apprenti qu'il avait laissé seul et qui peut imiter les formules de son maître, transforme aussi le balai en balai qui doit chercher de l'eau. Et il commence à chercher de l'eau, le balai, l'automate, le robot, il en cherche tellement que la maison est inondée, alors l'apprenti veut arrêter, mais il ne trouve plus le mot, il a oublié le mot par lequel il peut arrêter, et il faut que le maître revienne pour arrêter, c'est cela. C'est le thème de l'apprenti sorcier. L'homme a joué avec sa propre intelligence. Et par sa propre intelligence, Hachilam Lasot, il a créé quelque chose qui est la technique. À de certains moments, il voudrait revenir en arrière, il voudrait arrêter la technique, mais ça ne va pas. Lo yibatzer mahem kol asher yazmu la'asot. C'est une idée extrêmement vertigineuse, et qui est un thème qui ne pouvait être découvert sans doute qu'au début de ce XVIe siècle, et qu'Abravanel l'a formulé, montre combien Abravanel n'habitait pas dans une tour d'ivoire, mais était sensible à ce glissement que l'humanité venait d'opérer à partir de la fin du XVe siècle, cette création d'une nouvelle dimension, celle de la technique dans laquelle nous sommes encore. Nous nous demandions s'il était possible qu'intervienne une ère atomique après l'ère de l'électricité. Nous nous demandons si après l'ère atomique il y aura une autre ère encore, certainement. Nous pouvons dire avec Abravanel que le mouvement est irréversible. Il est vain, il est inutile de prêcher, comme le font certains utopistes, de prendre toutes les machines et de les jeter dans la mer. Ça n'enlèvera rien au processus de l'humanité qui, ayant inventé la poudre, ayant inventé le feu, n'est-ce pas, l'utilisation du feu, continuera sur cette route sans qu'il y ait jamais
en retour. Sans doute, il peut y avoir, nous l'avons déjà dit, des reculs, et il peut y avoir des chutes après des montées, des ascensions, mais le mouvement en lui-même est irréversible. Par conséquent, si nous restons un instant avec Abravanel pour avec lui juger la technique, alors même que nous serions amenés avec un Flavius Joseph, et dans l'ambiguïté que Ramban signale, à constater que la civilisation comporte en elle des éléments nocifs, négatifs, et qu'il vaudrait mieux que l'homme quitte la cité pour revenir entièrement à la nature, il faut savoir que ce retour à la nature est impossible. Que l'homme ayant créé la civilisation et la technique, le mouvement est irréversible. Et que le seul moyen, par conséquent, d'améliorer les choses, ce n'est pas de détruire les machines, mais c'est de demander aux machines et aux machinistes de ne créer que le bien et non pas de faire le mal. Il ne s'agit pas de prendre toutes les usines atomiques et de les inonder pour qu'elles ne puissent plus dégager d'énergie atomique, mais il s'agit de demander aux gouvernements et aux savants de mettre cette énergie atomique à la disposition du bien. Parce que si nous passons nos journées à faire les pèlerins de la paix et à demander qu'on ferme les usines, nous sommes sûrs que ça n'aboutira pas. Même si une usine est fermée, 2 autres seront ouvertes demain. Ce qu'il faut, et là nous pouvons agir, et c'est là le sens de l'ambiguïté, c'est exiger que cette technique soit mise au service du bien. Mais demander à la technique de s'arrêter, de se taire, cela, ce n'est pas possible. Le problème, je pense, qu'est-ce que c'est que le bien? Comment? Le problème, je pense alors, qu'est-ce que c'est que le bien? Khrouchtchev et Kennedy n'ont pas la même notion. Ah oui, ça, effectivement. Khrouchtchev et Kennedy n'ont pas la même notion du bien, si. Si. Ils étaient tous les deux à Babel. Dans le Dor HaFlaga, justement, tous les deux sont issus de cette Safa Echad, n'est-ce pas? Dieu dit, Hein Am Echad ve Safa Achad lechulam. Les hommes, s'ils sont dans l'engrenage irréversible de la découverte qu'ils viennent de faire, doivent savoir qu'ils sont un, qu'ils ne constituent qu'un seul peuple et qu'ils n'ont qu'une seule langue. Même quand Khrouchtchev parle le russe et Kennedy l'américain, les hommes sont faits pour se comprendre. Ils parlent la même langue cependant. Et même si l'un est marxiste et que l'autre est capitaliste, Am Echad, ils ne forment qu'un seul peuple. C'est à partir de la conception de cette unité de l'humanité que peut se découvrir la communication, et que doit se découvrir la communication entre les hommes. Et il n'y a qu'un seul bien, puisqu'il n'y a que Am Echad, Safa Echad. C'est lorsque les hommes se considèrent comme étant des peuples séparés et parlent des langues séparées, alors ils ne savent plus où est le bien, parce que chacun désigne le bien d'une autre manière. Mais le bien n'est pas relatif à la séparation des peuples, à la séparation des langues et des cultures. Il y a un bien fondamental qui est dans l'unité. Et c'est ce bien qui est dans la culture, dans la seule culture humaine. Est-ce que nous avons le temps de poursuivre encore un petit peu ou s'arrêter? Bon, je voudrais encore alors, en guise de conclusion, citer un autre Parshan que sans doute vous ne connaissez pas assez parce que il a écrit en allemand au siècle dernier, Shimshon Raphael Hirsch. Ses œuvres commencent maintenant à être traduites en ivrite. Elles commencent. Il y a certaines de ses œuvres, mais l'œuvre fondamentale, son Pérouche à la Torah, n'est pas encore traduit en ivrite. Eh bien, Samson Raphael Hirsch, lui, rabbin orthodoxe du XIXe siècle, fondateur de la néo-orthodoxie, développe également le thème de la civilisation et de l'ambiguïté de la civilisation à propos de notre chapitre Caïn ve Hevel. Mais alors lui, il le développe de la manière suivante, en montrant effectivement dans l'alternative, dans l'équivoque de la civilisation, où est la branche du mal et où est la branche du bien. En une première exégèse, une première interprétation, il nous demande de lire tout ce que fait Caïn, tout ce que font les descendants de Caïn, tout ce que fait les mères, ce que font les mères et les enfants, de le lire comme étant quelque chose de parfaitement positif. En particulier, Vayhi Bone Ir.
Caïn est le constructeur de la ville, il est l'inventeur de la ville, donc de la civilisation citadine, qui est effectivement opposée radicalement à la civilisation rurale, à la civilisation des paysans ou des bergers. Caïn n'est plus resté le même quand il a fondé la ville, il n'était plus agriculteur, il est devenu citadin. Alors que, étant agriculteur, il était beaucoup plus proche de Hebel. Maintenant, il s'est beaucoup plus éloigné de Hebel. Or, nous dit Hirsch, et ici il nous demande de prendre le terme de culture dans un sens plus élevé que comme synonyme simplement de civilisation. On parle d'une agriculture. Et on parle aussi d'une culture. Où se trouve la culture détachée du agrum, détachée de la terre? Bien précisément dans la ville. Un agriculteur, c'est une conception sans doute qui demanderait à être nuancée, mais une conception très généralement répandue dans tous les siècles, dans toute l'histoire de l'humanité. L'agriculteur, le paysan, est un rustre. Il n'est pas cultivé. Il cultive la terre, mais d'un point de vue purement matériel. Il est l'Am Haaretz. Dans notre tradition aussi, pour nous, l'Am Haaretz, c'est l'ignorant. Qu'est-ce que c'est que l'Am Haaretz? C'est les paysans. C'est ceux qui habitent dans la terre. Pourquoi? Ils le sont les ignorants, les rustres. Rustre en latin signifie paysan, et rien d'autre. Eh bien, l'agriculteur, c'est celui qui est un rustre. Mais l'homme de la culture, l'homme cultivé, c'est l'homme de la ville. Dans la civilisation citadine seulement, dans la civilisation de la ville, la culture, dans son sens élevé, est née. Hirsch parlait allemand, et en allemand, le mot Kultur, effectivement, a un sens ambigu que ne possède pas le mot français culture. Cultivé plutôt, n'est-ce pas? Un homme cultivé, c'est pas un homme civilisé. C'est quelque chose de plus qu'un homme civilisé. Un homme civilisé n'est pas nécessairement cultivé. Pour être cultivé, il faut être docteur, il faut avoir des diplômes, avoir passé par l'enseignement, connaître aussi le goût, les bonnes mœurs, tout ce que n'a pas le rustre. Ahi bone Ir. Caïn construit la ville. Ir, selon Hirsch, est en rapport avec la racine ur qui signifie l'éveil. Hitorari, uri, uri. Ir, qui est une sorte de hifil si l'on veut, c'est l'endroit où l'homme peut provoquer l'éveil de ses forces intérieures qui font de lui un homme cultivé et non plus un rustre, un ignorant. Si l'homme reste un agriculteur ou un berger, il risque de rester un ignorant. Dans la ville, par suite de toute la contexture, de toute l'organisation de la vie citadine, dans la ville, quelque chose se réveille en l'homme, et ce quelque chose est bon en soi. Il n'y a aucune raison de dédaigner ni de mépriser cette culture qui est éveillée en l'homme grâce à la ville. Il faut effectivement habiter un petit peu alors dans une ville, les murs fermés, tout cela, pour que l'intériorisation de l'homme devienne plus forte. Le paysan, le berger ont tendance à s'extérioriser, à s'identifier avec la nature. Le citadin, lui, ne voyant plus la nature, s'intériorise. Et l'art et la culture dans ses formes élevées sont nés dans la civilisation citadine. Alors, Hirsch, poussant les choses un peu plus loin, montre que Yaval, Yuval et Tubal, Caïn, peut-être aussi Nahama encore, ne sont autre chose que des formes précisément de cette civilisation citadine, de cette civilisation cultivée, qui en soi est quelque chose de bon. Les trois noms de ces enfants de l'Émer dérivent de la racine Yaval, Yevula, n'est-ce pas, Yavul, Aretzitain Yevula, c'est-à-dire le produit. On trouve là le terme de production qui était le terme du 19e siècle. Ici, Hirsch, Abravanel avait réagi à l'égard de la crise de la Renaissance et Hirsch réagit à l'égard de la crise qui va s'infléchir vers le marxisme. Ici s'interrompt la leçon numéro 3. La leçon numéro 4 n'a pas été enregistrée. Et suivre la leçon numéro 5 sur la cassette numéro 4.